La semaine dernière, on avait vu ce qui se passait quand des ouvrières Camponotus vagus revenaient à leur colonie après 4 semaines d'isolement. J'avais parlé rapidement de l'odeur coloniale, ce qui permet à des fourmis de se reconnaître ou non entre elles. J'ai vu aussi parfois dans l'aire de chasse des Camponotus nicobarensis certaines ouvrières se faire attaquer, voire carrément tuer par les autres. Alors pour comprendre un peu ce que je voyais, j'ai fait quelques recherches que j'aimerais partager avec vous. Avant de commencer, je voulais vous dire que je suis pas du tout entomologiste, alors s'il y a des spécialistes parmi vous, et que je simplifie un peu trop certains aspects, c'est volontiers de rectifier le tir. Et encore une dernière chose, pendant que je préparais cette vidéo, il y a le Tilitropode qui a sorti une très belle vidéo sur le parasitisme social. Je pense qu'on peut faire des ponts et je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo qui est vraiment bien foutue. Bref, aujourd'hui on va parler de l'odeur coloniale chez les fourmis et pour m'accompagner un peu, j'ai reçu des illustrations de la part de John Fun que je remercie énormément pour son travail. Vous savez sans doute déjà que les fourmis ont un système pour repérer qui est de la même colonie ou pas. Dans ce sens, une fourmi A a une certaine odeur, entre guillemets, et une fourmi B en aura une autre. Ça leur permettra de distinguer qui est l'ami et qui est l'ennemi. Les fourmis, elles ont des indices de reconnaissance pour ça, des signaux chimiques qui sont détectés et perçus par les autres fourmis. Plus précisément, ce seraient des hydrocarbures cuticulaires, qui forment une signature chimique et ils sont particulièrement importants pour la reconnaissance de l'odeur coloniale, et donc pour distinguer qui est un ami et qui est un ennemi. Ces hydrocarbures se situent sur le cuticule, cette carapace renforcée des fourmis. L'idée, c'est que les individus d'une même colonie produisent une odeur coloniale en échangeant leurs hydrocarbures individuels, soit passivement, par simple contact, soit activement, par le biais de trophalaxie, donc l'échange de nourriture liquide, et ou de toilettes réciproques. Tout ça ensemble, ça va créer le marqueur d'appartenance à la colonie. Mais l'odeur coloniale, elle est aussi influencée par plein d'autres choses. L'alimentation et le milieu de vie d'une colonie, les variations infimes mais nombreuses qui sont apportées par la naissance de nouveaux individus. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'odeur coloniale, c'est quelque chose de dynamique. Ça veut dire qu'elle évolue dans le temps. Après, si j'ai bien compris, chaque fourmi a à l'intérieur d'elle une représentation de ce qu'est son odeur coloniale. Un modèle interne qu'elle va comparer avec l'odeur qu'elle va rencontrer chez une autre fourmi. Ça va lui permettre de déterminer si cette odeur elle est suffisamment similaire à la sienne, donc si c'est un ami, ou pas. Bon, avec toutes les espèces qui existent et les variations que ça implique, c'est dur de trouver un modèle explicatif global. Mais il y a des tentatives qui ont été faites et on va voir ça. On va voir ces différents modèles. Donc je disais, l'ouvrière doit déterminer si l'autre fait partie ou non de la même colonie, donc si elle est désirable ou indésirable. Et c'est absolument vital pour la colonie. En 1989, Reeve propose un modèle avec l'idée d'un seuil de tolérance adaptatif qui peut évoluer. Il exprime l'idée que plus la différence entre le modèle interne de l'ouvrière et l'odeur perçue est grande, plus la probabilité de rejeter l'individu sera forte. Et là, il y a un mot qui est important, c'est le mot « probabilité ». C'est-à-dire qu'il y aurait une marge d'erreur possible. En reprenant ces travaux de Reeve, Sherman et ses collègues proposent 2 modèles. Ces 2 modèles, ce serait le modèle désirable présent ou indésirable absent. Le premier modèle, donc désirable présent, il met l'accent sur le fait de repérer ce qui est désirable chez l'autre. Donc l'ouvrière qui fait la reconnaissance va évaluer si certains indices chimiques caractéristiques de sa colonie sont présents pour accepter ou refuser une autre fourmi. Mais comme ces mêmes indices, ils peuvent exister chez des intrus, mais il peut y avoir des erreurs. Le deuxième modèle, indésirable absent, il met en avant la recherche de l'absence d'éléments indésirables. C'est-à-dire que l'ouvrière qui fait la reconnaissance va évaluer s'il y a certains indices chimiques qui sont indésirables ou inconnus chez l'autre. Et si l'autre fourmi n'a pas ces indices indésirables, c'est tout bon. Mais ça arrive que certaines ouvrières de la même colonie ont aussi ces indices indésirables inconnus. Du coup, elles se font éjecter aussi. Alors si on résume un petit peu ce qu'on vient de dire, dans le cas du modèle désirable présent, l'individu va avoir tendance à accepter des individus à tort, alors que dans le cas du modèle indésirable absent, l'individu
pourra avoir tendance à rejeter des individus à tort, c'est-à-dire rejeter des membres de sa propre colonie. En 2010, Van Zweden et Détoré proposent un troisième modèle qui se focalise sur le repérage de ce qui est indésirable. C'est le modèle indésirable présent. L'hypothèse qui est faite ici, c'est que les ouvrières auraient été désensibilisées à leur propre odeur coloniale et que du coup elles ne réagiraient pas lorsqu'elles percevraient cette odeur. Ça veut dire qu'elles réagissent dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'odeur coloniale. D'un point de vue neuronal, ces auteurs y font l'hypothèse que les individus ne possèdent pas de récepteurs à l'odeur coloniale à cause d'une désensibilisation. Ou bien que les lobes antennaires sont habitués à cette odeur et que du coup ils déclenchent donc pas de réaction. Les fourmis là, elles réagissent qu'au profil inhabituel. Enfin tout ça c'est assez complexe à estimer, surtout qu'il faut aussi prendre en compte le contexte, qui modifie la réponse comportementale d'un même individu en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Par exemple, l'agressivité peut dépendre de la tâche qui est en train d'être faite. Sturgis et Gordon ont mis en avant chez Pogonomyrmex barbatus que les ouvrières qui travaillent à l'extérieur sont beaucoup plus agressives envers les intrus que les ouvrières qui sont dans le nid. Les auteurs, elles mettent ça en lien avec le fait que le seul moment où les ouvrières peuvent le plus rencontrer des intrus, c'est quand elles sont à l'extérieur du nid. Et dans ce sens-là, une plus grande agressivité chez les ouvrières qui sont à l'extérieur, c'est utile et pertinent. Et on voit là que ça commence déjà à se complexifier. Et on peut en remettre une couche, avec le fait que les modalités de reconnaissance, elles sont aussi dépendantes de l'individu, de son âge, de son expérience sociale et du contexte dans lequel il se trouve. Et avec ça, il ne faut pas oublier la place de l'environnement aussi, ou éventuellement de l'alimentation, même si certaines recherches ont plutôt constaté que ça n'avait pas vraiment d'impact. Ces trois modèles dont on a parlé, ils se concentrent vraiment sur la colonie, donc sur l'idée d'une seule odeur coloniale que chaque ouvrière cherche à discriminer pour faire la différence entre un ami et un ennemi. Mais plus récemment, Newey et ses collègues ont proposé une approche un peu différente, qui se concentre plus sur l'individu. Les auteurs là, ils montrent que dans une colonie, tous les membres n'ont pas exactement le même profil chimique, donc au niveau des hydrocarbures cuticulaires dont on parlait. Et non seulement ils n'ont pas exactement le même profil chimique, mais ils répondent pas de la même manière aux intrus. Ces auteurs proposent que la reconnaissance passe par l'odeur coloniale et une odeur individuelle. Et il faudrait donc prendre en compte les deux. Cette idée, elle permet de caractériser une zone de tolérance pour chaque individu. Donc on a une marge. Tous les individus d'une même colonie partageraient donc une caractéristique commune, qui est l'odeur coloniale, mais chaque individu possédera une zone de tolérance différente du fait de son odeur individuelle. On va voir que ça peut expliquer pourquoi certains individus réagissent et d'autres non, quand il y a une nouvelle arrivée. C'est peut-être ce qu'on a vu avec les Camponotus vagus dans la dernière vidéo. Il y en a qui vont très activement aller voir ce qui se passe, et d'autres, elles s'en battent les reins. Assez royalement d'ailleurs. En 2011, Newey propose un schéma de ces hypothèses. On va regarder ça vite fait ensemble. Au milieu du schéma, on a l'odeur partagée par tous les individus de la colonie, et chaque individu de la colonie a sa propre odeur innée. L'ellipse autour de chaque vecteur, c'est la zone de tolérance pour chaque individu, donc la marge qu'il accepte par rapport à sa propre odeur, et tout individu qui se trouve dans cette zone, il sera traité comme un ami. Les intrus qu'on a ici et ici, ce sont les individus qui sont hors de l'ellipse, et l'agressivité à leur rencontre, elle va être proportionnelle à la distance d'odeur entre l'ellipse et le centre, c'est ce qu'on voit avec les trétillés. C'est dépendant de chaque individu de la colonie, et c'est pour ça qu'on considère tant l'odeur individuelle que l'odeur partagée de la colonie. Sturgis et Gordon, toujours, elles reprennent ce schéma avec leurs travaux sur les Pogonomyrmex barbatus. On retrouve ici la même idée que dans le schéma de Newey avec des vecteurs qui partent de l'origine. Les auteurs là, elles ont différencié les fourrageuses, les patrouilleuses, les pouponnières et les nettoyeuses de déchets. Les intrus qu'on a ici et ici recevront une agressivité grandissante selon leur éloignement par rapport à l'origine du schéma et par rapport au périmètre de l'ellipse. On voit bien avec ce schéma que les pouponnières et les nettoyeuses ont des ellipses beaucoup plus larges que les fourrageuses et les patrouilleuses,
et qu'elles vont donc plus facilement considérer un autre individu comme un ami. En résumé, tout individu représenté dans l'espace des odeurs, se situant dans cette zone de tolérance, sera considéré comme un membre de la colonie, tandis que s'il se situe en dehors de cette zone, il sera agressé proportionnellement à la distance qui le sépare de cette zone de tolérance. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il permet d'expliquer la variation qu'il y a dans les réponses comportementales de différentes ouvrières d'une même colonie confrontées à un même intrus. Et c'est peut-être pourquoi, chez certaines de mes Nicobarensis, on voit qu'elles sont attaquées par certaines ouvrières, alors que les autres qui passent ne bronchent pas du tout. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là à penser. Bon, sinon, encore un modèle de Esponda et Gordon, qui ont proposé un modèle assez similaire à celui de Newey, et qui prend aussi en compte la variabilité dans la réponse des individus issus d'une même colonie. Les auteurs, là, ils proposent que les individus d'un même nid vont collectivement déterminer la réponse coloniale vis-à-vis d'un individu étranger. C'est un peu la démocratie des fourmis. Dans ce modèle, chaque individu possède non pas un template interne, un modèle interne, mais une frontière individuelle qui permet de séparer les membres du nid des non-membres du nid. Dans ce sens-là, l'ensemble des réponses individuelles permet d'obtenir une réponse collective à l'échelle du nid. Voilà grosso modo les modèles sur lesquels je suis tombé pendant mes recherches. Et si on fait un peu un résumé de tous ces éléments et de ce qui est important à garder en tête, c'est que la réponse à l'odeur coloniale, elle dépend du contexte et elle peut varier dans le temps, selon l'âge des ouvrières, de la présence de la reine ou du nombre de reines, du nombre d'ouvrières, de la taille des ouvrières, etc. Les ouvrières, elles vont à chaque fois devoir évaluer les coûts et les bénéfices de se battre ou non. Quand elles ont l'avantage, par exemple en raison du territoire ou du nombre, l'agression elle est plus probable. Et toutes ces choses, ça peut poser la question de ce qui se passe quand un individu est isolé longtemps de la colonie. C'est ce qu'on avait vu avec les Camponotus vagus la semaine passée. Et en essayant de comprendre ce qui s'était passé pour cette colonie, je suis tombé sur cet article dont je vous avais déjà parlé et qui s'est intéressé à ce qui se passe quand on isole des ouvrières Camponotus fela. C'est un peu l'idée et l'hypothèse qu'un individu qui reste isolé de sa colonie, il voit son profil en hydrocarbures changer en quelques jours et qu'il retrouve son odeur individuelle progressivement. Il y a donc une perte au niveau de l'odeur coloniale. Alors ici, dans cet article, les auteurs ils ont voulu tester pour voir s'il y avait une gestalt, effectivement une odeur coloniale qui appartenait à la colonie, et ce qui se passait quand on enlevait des individus. Si on prend juste un peu plus précisément la recherche qui a été faite par Boulet et ses collègues, voilà ce que j'ai retenu. Si l'isolement est court, donc 3-5 jours dans cette recherche, lors de son retour dans la colonie, il y aura des nombreuses demandes de trophalaxie, sans doute pour réajuster le profil en hydrocarbures. Par contre, si l'isolement est plus long, ils sont allés jusqu'à 20 à 40 jours, il y aura un changement plus important au niveau du profil en hydrocarbures, et une intolérance de la colonie avec une certaine agressivité, voire une éjection de ces ouvrières. Pour les auteurs, ça prouverait l'existence d'une odeur coloniale générale, donc une théorie de Gestalt, chez les Camponotus fela. Les auteurs, ils estiment que ça prouverait le besoin chez les fourmis d'échanger régulièrement des hydrocarbures et que ça passerait surtout par des trophalaxies et des toilettages réciproques. Ce qui a notamment été mis en évidence par des études chimiques, par exemple je vous renvoie à l'article de Vienne et collaborateurs. Et c'est ça qui permettrait de maintenir la Gestalt, l'odeur de la colonie, et de pouvoir intégrer correctement la colonie. Donc c'est pas juste des échanges de nourriture quand il y a des trophalaxies, il y a vraiment quelque chose d'une identité qui est partagée. Je trouve ça vraiment intéressant. Avec mes Camponotus vagus, j'ai finalement fait quelque chose d'un peu similaire sans vraiment le vouloir. Mais c'était pas du tout une démarche de recherche, donc il n'y a aucune rigueur méthodologique dans ce que j'ai fait. Parce que, pour rappel, c'était plutôt pour tester un nid avant d'y mettre une colonie. Mais je trouve intéressant de comparer un peu, avec les limites que ça impose forcément. C'était une vidéo un peu particulière, un peu plus longue, mais aussi plus difficile à imager pour moi, vu qu'il y a beaucoup de textes théoriques et j'ai dû un peu composer comme ça. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, ces vidéos un peu plus scientifiques ou pas, que je sache si c'est quelque chose qui est à refaire.
Dans tous les cas, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo.